Bien, ben écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Ben, nous allons passer à la partie scientifique du colloque. Nous allons commencer sans attendre avec la première communication qui sera donnée par Christian Sapin, ce qui est bien naturel puisque c'est lui qui a commencé à renouveler l'étude des cryptes de la cathédrale de Chartres avec plusieurs articles coécrits avec François Hébert-Suffren sur le caveau Saint-Lubin. Donc je lui passe sans tarder la parole. Merci Eliane. Alors, j'étais tenté de reprendre des échanges sur la crypte. J'avais présenté ici, il y a une dizaine d'années, justement, ces premiers travaux qu'on avait pu mener à plusieurs, en équipe, et avec François Hébert-Suffren. J'ai préféré donner, dans un premier temps, un panorama de qu'est-ce qu'apporte l'archéologie dans la connaissance des cathédrales et leur contexte, à la fois en France et en Europe. En effet, souvent, la connaissance des cathédrales, qui remonte pour la plupart dans leur installation entre le 4e et le 6e siècle en France, cette connaissance est souvent la traduction d'interprétations de sources, de textes, et rarement vraiment d'archéologie. Cependant, cette archéologie, elle a commencé quand même très tôt, et en particulier ici, à Chartres, avec les travaux de René Merlet, donc on est en 1901 et 1904, qui avait repris d'ailleurs des sondages et des fouilles antérieures au XIXe siècle à plusieurs reprises. Et il va proposer donc ce plan que tout le monde connaît, qui est souvent reproduit, et qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes dans l'interprétation. Dans les travaux que j'ai pu mener ici, avec François Hébert-Suffren, on s'est attaché avant tout au caveau Saint-Lubin, la partie qui semble la plus ancienne, que certains auraient voulu primitive ou datée de l'époque carolingienne, et on a pu montrer dans les publications que vous pouvez trouver combien cette partie-là était relativement autonome et appartenait plutôt à un fonctionnement propre aux chanoines. Mais sur l'ensemble du développement, je laisserai mes collègues, justement Eliane Vergnol ici et Pierre Martin, qui vont prolonger sur d'autres aspects, vous montrant aussi les interrogations qui demeurent concernant cette fameuse crypte. Et là, à l'époque, on avait mis en avant justement la connaissance des matériaux. C'est vrai que si on a pu renouveler, c'est que aussi les techniques et la méthodologie en France et un peu partout s'est renouvelé au cours des 20 dernières années à travers les datations, ce qu'on appelle l'archéométrie, à travers la connaissance des matériaux, la circulation, la fabrication des mortiers, les analyses par Cameron 14 ou par thermoluminescence, ce qu'on a pratiqué ici donc, il y a une dizaine d'années et qui a permis de faire des propositions sur lesquelles reviendra aussi Mathias Dupuis. Donc c'est vrai que ce potentiel qui avait été dégagé par René Merlet est extraordinaire et demande encore aujourd'hui à être exploré pour aller plus loin que ce que nous avons proposé, tel que vous le voyez sur l'écran, qui a été reproduit pour le grand volume de La Nuée Bleue, avec cette double circulation qui résultait un peu de nos réflexions. Aussi, je voudrais d'abord dire quelques mots de ces grands chantiers proto-archéologiques qui s'engagent à la fin du XIXe siècle, souvent à l'occasion de travaux de chauffage, de sanitaire, comme c'est le cas ici à Orléans. Donc ces travaux et ces sites demandent d'être reconnus, explorés, et c'est le cas actuellement pour Orléans, sous la direction de Pierre Martin, qui a lancé un grand programme de recherche, un programme collectif, en essayant justement de travailler sur la documentation de ces travaux anciens de la fin du 19e, 1889-90, et puis également des années 40. Mais c'est aussi ce qui a été fait à Reims il y a une vingtaine d'années, avec Walter Berry en particulier, qui a repris les travaux des années 1919-1930 qui avaient été engagés par Henri Deneux, l'architecte chargé de la restauration. Et là, vous voyez sur l'écran à la fois une vue de ces fouilles importantes menées après la guerre sur l'ensemble de la cathédrale, qui avait permis de reconnaître à la fois des tombeaux des évêques, et puis également la crypte, vous la voyez dessinée sur le plan,
avec une petite partie orangée, et des étapes postérieures. Tout ceci a été repris considérablement par Walter Berry avec d'autres propositions que vous voyez. Donc mon propos ici, vous l'avez compris, ce n'est pas de vous donner tous les résultats, ça vous les trouvez dans les publications, c'est plutôt de montrer comment l'archéologie progressivement, depuis le 19e siècle, avec des méthodes qui vont évoluer, a permis d'aller beaucoup plus loin. Et c'est le cas par exemple pour le baptistère de Reims, qui avait été perçu par Henri Deneux comme un élément à l'extérieur. Aujourd'hui, maintenant on sait que ce sont plutôt des termes, et que le vrai baptistère, le fameux baptistère de Clovis, il est plutôt à situer, à reconnaître dans la partie occidentale de la cathédrale. Nevers, aussi, c'est un édifice qui a souffert et qui, à travers cette partie des dommages de guerre, ici on est dans les bombardements de 1945, 1944, on a des fouilles qui ne sont pas forcément très, très connues, mais qui ont été quand même importantes, qui ont permis de reconnaître en particulier un baptistère dans les années 50, sous la direction de René Louis. Et puis aussi, ce que vous voyez sur l'écran, c'est la façade de la cathédrale romane. Cet espace n'est pas très visité et pas facile d'accès. On a pu les réétudier aussi dans les années 89-91, car là encore, comme pour Reims, le réexamen des données engrangées depuis le 19e siècle ou le 20e siècle est important à la lumière justement de nos connaissances et de nos méthodes. Là, c'est assez étonnant de voir cet emmarchement qui est celui que pratiquaient les fidèles dans ces années 1025, 1030, 1050. Et vous en voyez le plan général tel qu'il a été publié. On avait repris ces travaux-là avec l'équipe de Charles Bonnet de Genève dans ces années 90, notamment pour le baptistère, montrant qu'on avait affaire ici à un élément important pour le fonctionnement de la cathédrale, ces grands baptistères qui vont exister jusqu'à l'époque carolingienne, et c'est le cas ici à Nevers. Et en bleu, comment nos constructeurs romans du XIe siècle vont garder ce baptistère dans un premier temps et vont établir donc cette grande cathédrale qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Elle est en plein travaux également, notamment pour la partie occidentale, puisque c'est une église qui est occidentée avec sa crypte que vous voyez dessinée. L'archéologie, donc on vient de voir, elle est liée à la suite de travaux. Mais on peut aussi imaginer, et ça a été le cas ces 20 dernières années, 30 dernières années, d'avoir des programmes de recherche pour justement comprendre. C'est le cas actuellement à Lausanne, où on reprend toutes les recherches sous la cathédrale. Et puis, ce que je voulais dire d'abord, c'est que les recherches ont pu aussi évoluer à travers ces techniques nouvelles et les prospections. Et pourquoi j'en parle ici? Parce que Chartres a été un des premiers exemples, en 1992, vous voyez, ça remonte, pour faire les premiers essais de prospection radar, d'envoyer des ondes dans le sol pour reconnaître les vestiges. Bon, ce n'était pas encore tout à fait probant, on voit vaguement des masses. Aujourd'hui, ça a considérablement évolué. Et là, nos collègues géophysiciens, très rapidement, dans ces années 90, ont mis au point justement ces techniques, à la fois en France et en Europe. C'est le cas ici à Gérone, où on a reconnu aussi un certain nombre d'éléments des parties antérieures romanes. Ça a été le cas en 98 à Auxerre. Auxerre, dont on connaissait bien la crypte conservée, comme ici, qui sert d'assise à la cathédrale gothique. Et là, la prospection avait déterminé très, très précisément un mur transversal. Et quelques années après, en 2002, la fouille allait permettre de reconnaître précisément cette construction. Car la difficulté avec la prospection géophysique, c'est qu'évidemment, on reconnaît les murs en vision, mais on n'en connaît pas forcément la datation. Là, seule l'archéologie, évidemment, permet d'aller plus loin. Ça a été le cas aussi à Senez, de notre ami Mathias Dupuis ici, qui a longuement travaillé sur cette cathédrale, cette petite cathédrale des Alpes de Haute-Provence, et qui a permis de reconnaître, d'abord par la prospection géophysique et puis par la fouille, un ensemble assez extraordinaire pour un chevet et un mobilier liturgique de la fin de l'Antiquité tardive. Alors, dans les programmes de recherche, vraiment de terrain, puisque c'est là qu'on peut véritablement
reconnaître et dater, eh bien, il faut citer dans les premiers cas Beauvais. Les fouilles de Beauvais à la Basse-Œuvre, qui ont été engagées par Émile Chamy, donc on est dans les années 1965-85, ça a duré plusieurs décennies. Cette situation assez extraordinaire de la vieille cathédrale qui est conservée, et vous en voyez la mesure par rapport à la cathédrale gothique en élévation, eh bien, les travaux de fouilles ici d'Émile Chamy étaient dans les premiers à essayer de comprendre justement cette première cathédrale qu'il situait en partie au Xe siècle. Depuis, ça a été un petit peu revu avec des nouveaux plans que vous voyez aussi sur l'écran. À Lyon, évidemment, c'était un site majeur pour les recherches sous la direction de Jean-François Reynaud entre 1973 et 1977, qui a permis de reconnaître pas simplement des vestiges sous la cathédrale, déjà il y avait eu des fouilles dans les années 30, mais surtout ce qu'on va appeler un groupe épiscopal avec le baptistère et puis latéralement l'église Sainte-Croix. Cette église Sainte-Croix qu'il va reconnaître dans les parties d'immeubles en élévation qui allaient être détruits. Et là, ça amorce aussi ce qu'on va appeler l'archéologie du bâti, sur laquelle je vais revenir. Mais si l'archéologie de terrain évolue, c'est qu'elle prend en compte aussi des indices, quelquefois discrets, d'aménagement, que nos prédécesseurs ne voyaient pas toujours, cherchant surtout à reconnaître les piliers, les maçonneries, les chevets. Et ça, c'était le cas pour les fouilles de Digne, ces fouilles qui ont été importantes donc, dans les années, à partir des années 83, sur les directions de Gabriel Desmurs d'Achimbault. Le site aujourd'hui est visitable, il pose beaucoup de problèmes dans l'interprétation, mais vous en voyez ici un peu résumé sur ce plan, comment on peut, par l'archéologie, par exemple, déterminer la présence d'un chœur canonial. Et c'est des questions qu'on peut se poser ici, également ici, à Chartres. Les fouilles également de ces années-là, qui ont marqué les esprits, les archéologues, ce sont, en dehors de Lyon, aussi les fouilles de Rouen, de Jacques Le Mahot, une grande fouille au nord de la cathédrale actuelle, et également au sud, et qui ont permis de reconnaître aussi des co-cathédrales, des éléments de construction circulaire, peut-être pour le dépôt des reliques. Et l'auteur ici, l'archéologue, est tenté de voir dans ces aménagements vraiment les premiers indices de présence aussi des reliques apportées par Victrice à la fin du IVe siècle dans sa cathédrale. Plus récemment, à partir de 2004, les esprits ont été fascinés par les découvertes à Arles, où notre collègue du CNRS, Marc Hengemans, a découvert un ensemble tout à fait étonnant. Vous voyez cette grande abside, avec un aménagement liturgique à l'échelle de cette très grande abside, ce qu'on appelle ici donc une soléa, donc qui permet aussi aux célébrants de s'avancer pour les lectures. Et la difficulté, c'est qu'on aurait aimé voir dans cette cathédrale une des premières cathédrales de France au moment du fameux concile de 313. Et en réalité, les aménagements et l'archéologie montrent qu'on a plutôt affaire à des reconstructions du VIe siècle. Mais ça reste tout à fait très important pour ces périodes hautes de la naissance des cathédrales. À Nice, on connaissait dans les ruines de l'ancienne cathédrale des éléments de clôture de chœur, mais ce sont à partir de 2009, surtout les fouilles sous la direction de Marc Bouilleron, qui ont permis de mettre en évidence des états jusqu'alors ignorés du 5e, 9e, 11e siècle. Marseille était aussi connue pour certains de ses vestiges, mais c'est très récemment que des synthèses ont permis de bien montrer la présence, l'importance de cette première cathédrale, de son décor, et notamment pour la mosaïque, pour le baptistère, de son décor de mosaïque pour le 5e siècle. Et puis Genève a été évidemment un site majeur sous la direction de Charles Monet à partir des années 1976. Vous voyez, on sent très bien comment les choses évoluent à partir de ces périodes 1970-80, avec cette fois pas simplement la fouille sous le chœur de la cathédrale ou sous la nef, mais sur l'ensemble du quartier, qui a permis de proposer,
pas seulement la naissance du groupe épiscopal, mais aussi les transformations successives que vous voyez résumées ici sur l'écran, avec des aménagements liturgiques qui se modifient assez rapidement. Et là aussi, c'était au-delà de la fouille de Gabriel Desmans d'Archambault sur Digne, une connaissance beaucoup plus précise de ce qui nous importe du point de vue historique aussi, et pas seulement archéologique, c'est la liturgie, comment elle évolue dans ces cathédrales. Genève, c'est un site que vous pouvez visiter, comme Digne également, et qui vous permet aussi de retrouver ce que je viens d'évoquer ici, et qui sont restitués dans ces différents états avec des élévations et différents plans. L'autre site contemporain, si je veux dire, au niveau de démarche, on est également dans ces années 1976-79, c'est Aoste, en Italie, où là aussi vous pouvez, sous la cathédrale, visiter ces vestiges qui sont aménagés, avec notamment un double baptistère, double cuve baptismale, donc qui a posé aussi pas mal de problèmes aux liturgistes dans la compréhension de la fonction de ces deux cuves. Et vous voyez sur l'écran les dates qui sont proposées, donc assez tôt, comme pour Genève, fin 4e, 5e siècle, on est dans les premières cathédrales. Pendant longtemps, on a considéré seulement les exemples de Trèves, et maintenant, donc, on a pris en compte ces sites-là, et puis aussi Barcelone, qui est également un lieu aujourd'hui visitable, où à partir de 1994, là aussi, un réexamen de fouilles anciennes a permis non seulement de mieux comprendre les états, de mieux comprendre le baptistère, mais aussi de rendre visitable cet espace. On continue à l'étranger et en Belgique, où là, une grande fouille assez importante à l'extérieur et au sud de la cathédrale a permis de reconnaître plusieurs états, notamment d'aménagements canoniaux et de cloîtres, mais sous la cathédrale aussi, la cathédrale Sainte-Marie, dont on n'a pas ici la physionomie complète, plusieurs états d'aménagement liturgique de soléa, mais aussi d'éléments d'un chevet tout à fait étonnant, avec des triplés latéraux de transept qui correspondent à un état carolingien tel que l'a proposé ici Raymond Brulé, le responsable de ces fouilles. En Allemagne, on connaissait bien les fouilles de Cologne, là aussi après la guerre, qui ont été l'objet de beaucoup de publications, de réflexions, avec la découverte de cette crypte annulaire dans la partie occidentale. Mais on connaît moins Paderborn, dont les publications ont été plutôt réservées aux spécialistes, et ces espaces sont moins visitables que ceux de Cologne. Mais ça a été aussi très important pour comprendre l'évolution, les transformations, notamment des Carolingiens pour les cathédrales primitives. Et récemment, et paru aussi, je ne vous montre pas toutes les fouilles, vous l'imaginez, mais un autre exemple aussi de fouilles, vous voyez, de 2002, sur Osnabrück, avec des éléments tout à fait aussi étonnants dans les supports latéraux des tours. Ces fouilles, en France comme à l'étranger, intègrent l'archéologie du bâti. On la connaît bien ici à Chartres, avec les travaux qui ont été menés sur la cathédrale, mais on n'imagine pas toujours qu'on peut avoir la chance, quelquefois, comme ici à Mayence, de trouver dans les élévations, en partie haute, des éléments plus anciens. Ça peut surprendre, effectivement, on a affaire quelquefois à des reprises en sous-œuvre, c'est ce qu'a démontré ici notre collègue Guido Faccani, pour la vieille cathédrale de Mayence, Saint-Jean de Mayence, qui est à côté de la cathédrale que vous pouvez connaître. Et vous voyez le plan, très complexe, mais qui a permis de reconnaître plusieurs états, et puis une crypte dans cette partie occidentale. Cette archéologie du bâti, elle est pratiquée maintenant de manière plus systématique, en France comme à l'étranger. Vous en voyez des exemples ici d'élévation. Quand on a la chance d'avoir ces maçonneries, il ne s'agit pas simplement de reconnaître le plan, mais aussi de comprendre aussi la nature des matériaux, les transformations, les techniques, et de comprendre également la chronologie. C'est ce qu'avait pu aussi essayer de comprendre Isabelle Parron sur Saint-Jean de Maurienne. La Saint-Jean de Maurienne a été l'objet de dégagements dans les années 50, donc là on n'avait pas encore à faire d'archéologie. Donc il s'agissait de revisiter un petit peu ces éléments aujourd'hui accessibles,
et de proposer, à travers de techniques justement de connaissance du bâti, des propositions un peu plus resserrées, en particulier pour le XIe siècle, pour le siège de cette cathédrale. Ce travail qu'elle a fait également sur la cathédrale de Moutier, en parenthèse, avec sa crypte. Je vous renvoie pour tout ça aux travaux publiés, puisque la plupart des exemples que je vous donne sont publiés. Mâcon est moins connu, c'est une des rares cathédrales qui a été en grande partie démolie, sauf les 2 tours que vous voyez ici reconnaissables, car on voulait garder sur une des tours l'horloge publique, donc on va garder une de ces tours, on va garder même les 2 tours. Et aujourd'hui, donc, il y a un travail qui est repris là, pour la restauration de cet ensemble-là. Des sondages préalables ont eu lieu pour reconnaître notamment les accès à la crypte. La crypte qui est connue, c'est sur les dessins que vous voyez de 1797, avant la démolition. Donc on a un plan très précis du sous-sol de cette cathédrale, très importante pour le début du XIe siècle. À Autun, c'est tout un ensemble épiscopal qui a été étudié dans ces années 85-2000, dont une partie seulement est accessible aujourd'hui, puisque le reste est enterré, mais le relevé du bâti, le relevé des caves environnantes ont permis aussi de bien comprendre l'évolution d'un tel ensemble. Donc c'est moins évidemment probant que Genève, mais on voit combien comprendre une cathédrale, c'est comprendre son contexte, et qu'il faut évidemment pour cela avoir une longue durée de présence sur les sites. Et par exemple ici à Autun, comprendre comment on passe d'une première cathédrale Saint-Nazaire à une cathédrale que vous pouvez connaître, Saint-Lazare, qui va être construite à partir du XIIe siècle et qui va jouer le rôle de co-cathédrale à partir de là. Les baptistères, on en a aperçu, ils sont eux bien connus, ils étaient en particulier bien étudiés pour la Provence. Plus récemment, et là je rejoins les questions sur le bâti, c'est l'étude du bâtisseur de Poitiers qui est en élévation et qui a été sauvé in extremis au XIXe siècle de destruction possible d'aménagement urbain et qui a été l'objet d'une étude assez attentive du bâti par Brigitte Boisset-Camus 2014. Tout ceci est publié et grâce à ce travail, donc on comprend et on situe la construction, pas simplement à partir des textes comme ça se faisait précédemment avec la date d'un évêque, là c'est véritablement à partir du bâti et de l'archéométrie, la datation notamment des charbons de bois. Ça a été le cas aussi au Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay, dont on connaît aussi bien cette cathédrale tout à fait étonnante sur la hauteur, eh bien, la reprise de recherche dans ce qu'on appelle le baptistère, enfin, qui est un bâtiment à côté, que vous voyez au nord, du chevet de la cathédrale, qui avait été donné du Xe siècle, du fait simplement de la source la présence d'un évêque constructeur. L'archéologie ici, l'archéologie des élévations, l'étude aussi du mobilier en fouille et des chapiteaux de décor ont permis de situer la partie la plus ancienne, que vous voyez en orange sur le plan et sur l'élévation, du VIe siècle, donc ont reculé considérablement grâce à l'archéologie, la connaissance de cette cathédrale. Et alors ce qui est intéressant dans le fait du puits, c'est qu'il y a eu en 1994 une fouille limitée de Sophie Liégeard lors d'aménagement pour le grand escalier que vous pouvez pratiquer dans la cathédrale et la découverte de fonds baptismaux. Non pas d'un baptistère, mais d'une cuve baptismale, et qui correspondrait bien au moment où on abandonne le grand baptistère à l'époque carolingienne et on pratique le baptême dans la cathédrale à partir de cette cuve. Les travaux ils continuent partout et les questionnements aujourd'hui évoluent. C'est le cas par exemple à Angers, dans les fouilles en cours actuellement de l'INRAP en façade de la cathédrale d'Angers, avec la découverte des éléments porteurs d'une avant-nef. Là aussi, c'est très important, puisqu'on avait une connaissance simplement à travers des dessins du XIXe siècle, à travers quelques sources. Et là, maintenant, on peut mieux comprendre, notamment, l'insertion des sépultures dans cet ensemble. Donc voilà ce parcours un petit peu rapide peut-être, mais qui vous montre comment
progressivement, les intégrations demeurent, pas seulement en sol et en élévation. On a vu, vous avez pu suivre aussi les travaux sur Notre-Dame de Paris pour les époques plus récentes, les époques gothiques, et c'était le cas également ici. On voit qu'on prend en compte pas simplement donc les sols et les élévations. C'est comme ça qu'on comprend mieux donc non seulement une cathédrale dans sa construction, mais aussi dans son fonctionnement. Il faut dépasser évidemment la connaissance simplement des sources textuelles, vous l'avez saisi, être sur une longue durée aussi, et quelquefois reprendre des travaux antérieurs pour essayer de s'approcher au mieux de la connaissance des premiers temps de ces cathédrales, mais aussi on comprend l'organisation liturgique. Dans l'exemple de Genève que j'ai montré un peu rapidement, dans les échanges qu'on pouvait avoir au moment des fouilles, on s'apercevait qu'en fait les aménagements, les changements avaient lieu à peu près tous les 25 ans. Et donc ça vous donne une idée de ce qui nous manque, de tous les ensembles d'informations qui disparaissent au fur et à mesure de ces travaux. Donc essayer de s'approcher le plus près possible de ces cathédrales, de ce qu'on appelle l'ecclésia, donc qui est à la fois le centre du diocèse et le lieu par excellence de l'assemblée des fidèles, comme on le rappelle toujours dans les sources. Mais c'est aussi, je terminerai là-dessus, c'est la cathédrale, on voit progressivement à partir où l'évêque a une puissance de sa présence dans la ville, un nouveau centre pour l'agglomération. Et ce nouveau centre de la cité, qui est évidemment une introduction monumentale, une introduction prestigieuse, qui est manifeste à partir notamment du 4e, 5e siècle, on le voit un peu partout en Europe maintenant, eh bien, ça a été transmis à travers le temps. Souvent, on a la tendance à imaginer que ça commence tard, à l'époque romane ou à l'époque gothique. Le mot veillon cathédrale souvent est synonyme de gothique. Et on voit à travers les exemples que c'est bien sûr très tôt qu'on a cherché à avoir des éléments prestigieux pour identifier ces lieux, ces villes, et qui deviennent aussi des centres, des points de repère, en quelque sorte, des points de repère monumentaux, anciens ou nouveaux, et qui restent indispensables au regard du quotidien. Je vous remercie. Bien, je remercie Christian Sapin de cet impressionnant tour d'horizon documentaire, mis bout à bout toutes ces découvertes. C'est quelque chose qui va renouveler complètement notre vision des choses.